Pour moi, aujourd'hui, le plus grand danger de Bitcoin, c'est celui de devenir un outil de flicage mondial. Et en fait, si on devait s'inquiéter de quelque chose, c'est sans doute de ce problème-là et non pas de l'inverse. Parce qu'en fait, on s'inquiète de l'anonymat de Bitcoin qui n'existe pas, qui l'est de moins en moins. Et on devrait plutôt s'inquiéter de savoir si on va commencer à pouvoir tracer toutes les transactions de tout le monde sur ce réseau. Donc on est très très loin de l'imaginaire collectif qu'on se fait aujourd'hui. Comme la conférence commence, on va peut-être pouvoir se présenter. Pardon, ouais. Alors, on est presque à l'heure, il est 20h27. On a démarré avec les questions. Martino, tu voulais poser ta question ? Moi, je voulais poser une question, mais en fait, je voulais plutôt pas la poser pour moi. En fait, la conférence, c'est la monnaie, les bitcoins. Souvent, quand on voit ça, les gens ils questionnent les bitcoins, surtout sur la partie consommation électrique, écologie, tout ça, etc. Il y a une question que moi, personnellement, j'ai beaucoup explorée. Donc, cette question, je vous la pose parce que je voudrais que vous répondiez, parce qu'il y a peu de chances qu'on vous la pose. Quel est en fait l'impact écologique de la monnaie traditionnelle ? Parce qu'on en parle tellement peu. À chaque fois qu'il y a... Moi, je la connais, la réponse. Je fais de la recherche dessus sur le sujet. Mais on est d'accord qu'à chaque fois qu'on voit monnaie Bitcoin, s'il y a le sujet écologie, ça attaque direct les Bitcoins. Or, la monnaie a vraiment un sacré impact. Donc, je vous donne cette possibilité de répondre à une question qui a peu de chances qu'on vous pose. Voilà. Bah, ils vont sûrement, j'imagine, citer l'étude de Monsieur Kazaka, qui a fait cette étude-là. Non, je la connais pas mieux que toi. Effectivement, il y a... Alors, on se présente. Oui, alors, allez, on va faire le... Donc, Monsieur Jacques Favier, je t'en prie. Alors, Jacques Favier, moi je suis historien de formation, mais ma vie a été plutôt dans la banque, dans l'investissement en capital et dans Bitcoin depuis 2014. J'écris sur mon blog, La Voix du Bitcoin. J'ai écrit 2-3 livres sur Bitcoin en collaboration avec d'autres Bitcoiners. Et j'anime aussi l'une des associations de ce petit monde, le Cercle du Coin, et ses repas qui ont la particularité d'être francophones, c'est-à-dire de sortir de l'Hexagone pour aller vers les pays francophones limitrophes. Voilà. Monsieur Alexandre Stachenko. Alexandre Stachenko, qui fut, mais qui n'est plus cofondateur. Donc j'ai été entrepreneur effectivement en 2015. J'ai fondé une boîte qui s'appelait Blockchain Partner, cabinet de conseil dans les cryptos, que j'ai vendu à KPMG en 2021, où je suis resté 2 ans comme directeur de la partie crypto. Et depuis, donc j'ai quitté KPMG en 2023 et depuis 2024, avril, je suis directeur de la stratégie de Paymium, qui est une plateforme d'échange française fondée en 2011, qui opère notamment en France et en Europe, sur lequel vous pouvez acheter et vendre des bitcoins contre des euros. Voilà. Après, j'ai d'autres casquettes, effectivement, de livres, conférences, &co, mais on aura l'occasion peut-être d'en parler une autre fois. Donc, je suis le seul ici qui n'a pas encore écrit de livre. Mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. Je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc, depuis 21 ans, je fais ce métier comme indépendant. Nous nous occupons de conseiller des personnes qui ont du patrimoine et non pas du patrimoine. Et pour le bien de ces personnes, nous essayons d'avoir une vision 360 sur tous les actifs qui peuvent constituer un patrimoine. Il est évident que depuis 2015, nous nous intéressons à Bitcoin et depuis 2020, c'est un rentré dans le conseil. Et donc nous faisons du conseil en crypto, qui est d'ailleurs très majoritairement en Bitcoin, parmi l'ensemble des actifs que nous pouvons proposer. Autant vous dire que l'intérêt des gens pour le sujet au niveau patrimonial est en croissance fulgurante. Voilà. Et moi, Valentin Demey, j'ai commencé comme Jacques en fac d'histoire, que j'ai ensuite arrêté pour me lancer dans l'entrepreneuriat, très vite dans le milieu du Web3 et des actifs numériques. D'abord avec Cryptost, qui est le premier média francophone du Web3 depuis 2017. Ensuite, plus localement avec Cube3, qui est du coup depuis 1 an un incubateur accélérateur d'entreprise basé entre Angers et Beaucouzé, plutôt du côté de Belle-Beille, où on accompagne chaque année entre 10 et 15 entreprises à se lancer dans ce monde-là, et c'est pas forcément très facile avec la réglementation, vous l'avez compris. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre avec mes associés sur le média Cryptost aux éditions Larousse, qui est affiché juste là, qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie. Merci messieurs. Du coup, alors on va pouvoir démarrer cette table ronde que nous allons largement... Peut-être répondre à sa question quand même. La question sur le... Martino, combien coûte environnementalement Oui, alors combien coûte environnementalement ? Enfin, j'ai
ouvert une brèche en répondant à la question tout à l'heure, en disant qu'effectivement, le coût environnemental et de la même façon l'analyse environnementale de Bitcoin en miroir, en fait, pour moi, elle rate un éléphant dans la pièce parce que tout le monde se focalise sur, en gros, combien consomme une machine de minage branchée à tel endroit versus combien consomme la tour de BNP Paribas à la Défense avec tant d'employés. Pour moi, c'est rater l'énorme sujet. En fait, d'une certaine façon, on s'en fiche un peu en réalité parce qu'on va sortir des chiffres du chapeau qui d'ailleurs en règle générale ne veulent pas dire grand-chose. C'est oh là là, ça consomme 80 TWh, 100 TWh, 120, 70, en fait on ne sait jamais trop. Et en fait on rentre dans le jeu des comparaisons qui est un peu délétère parce que effectivement si on part par exemple sur le fait que Bitcoin consomme 100 TWh par an, en fait ça fait peur 100 TWh, on se dit oulala mais ça consomme énormément. Les médias vont s'en donner en règle générale à cœur joie en disant bah, voilà, c'est la consommation d'un pays comme la Suisse, donc Bitcoin consomme plus que la Suisse. Donc forcément vous entendez ça, vous vous dites mais comment il peut m'avoir dit tout à l'heure que c'était environnementalement responsable. Dans la réalité, 100 TWh, c'est aussi la consommation des sèche-linges aux États-Unis. Tout le monde s'en fout. Alors le but des sèche-linges est quand même de cracher de l'air chaud sur des vêtements qu'on ne veut pas étendre pour le pourcent le plus riche de la planète. Donc globalement, je pense qu'on peut mettre de côté le débat des ordres de grandeur qui en fait conduisent à souvent des comparaisons un peu foireuses. Et on rate l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, c'est quoi? C'est que la monnaie, c'est deux choses. C'est le sang et le thermomètre de l'économie mondiale. Tout le monde s'en sert toute la journée, dans toutes ces transactions, pour faire tout avec tout le monde. Et donc, bien plus important que est-ce qu'en branchant une machine de minage est-ce que je consomme 5 kWh ou 10 kWh, la vraie question, c'est effectivement quel impact tel ou tel modèle monétaire va avoir sur le comportement de 7 milliards d'êtres humains. Et en l'occurrence, la réponse que j'ai commencé à donner tout à l'heure, c'est que dans le système monétaire inflationniste actuel, et je précise inflationniste parce qu'en réalité, l'inflation est très largement une invention du XXe siècle. On a eu des épisodes hyperinflationnistes dans l'histoire, mais en gros, en règle générale, si on prend les travaux qui sont souvent pris comme référence, même si on pourrait les débattre, mais sur la cinquantaine ou soixantaine d'épisodes d'hyperinflation connus de l'histoire, en fait, ils sont tous au XXe siècle, sauf un ou deux. Et d'ailleurs, Cocorico, c'est les assignats, je parle à l'historien à ma droite, pendant la Révolution française. Le reste, c'est XXe siècle. Pourquoi? Parce que c'est l'invention de la monnaie fiat, c'est l'invention de la décorrélation dont Emmanuel a parlé. On n'est plus lié au monde physique, il n'y a plus d'or, on s'en fout. L'argent, c'est de la dette, et la seule contrainte de la dette, c'est la capacité à promettre et à y croire, c'est-à-dire aucune contrainte. Donc on rentre dans un système dans lequel, de manière tendancielle, structurelle et ancrée dans notre ADN maintenant, puisque pour beaucoup d'entre nous, on n'a connu que ça. Donc on a l'impression que c'est littéralement ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité alors que ce n'est pas vrai. En fait, on est programmé maintenant pour penser tous nos calculs économiques avec une monnaie qui se déprécie. Et donc on se dit que tout argent non dépensé est de l'argent perdu. Et donc en règle générale, ça veut dire qu'on est poussé hors de l'épargne. L'épargne dans le système actuel n'est pas une solution viable et c'est pour ça qu'on a besoin de faire de la gestion de patrimoine parce qu'en fait, si vous ne faites pas de gestion de patrimoine, vous perdez ces dernières années 10% par an. C'est un peu con quand même de se dire vous travaillez, puis en fait dans 5 ans vous avez perdu la moitié de votre patrimoine. En France on est arrivé jusqu'à 10,7. Je te laisse respirer en disant juste un élément dans tout ce système, c'est que l'une des premières industries au monde, si ce n'est pas la première industrie, avec un chiffre d'affaires de, écoutez-moi bien, 2200 milliards par an, c'est l'industrie des paiements. Cette industrie des paiements, vous voyez, elle se rémunère pas mal sur les flux financiers, puisque on a vu que quand il y a une bonne vélocité, à la Keynes, en fait Keynes ça marche si vous mettez de l'argent et qu'il y a de la vélocité. Vous avez pu voir, hein, dès qu'on a mis de l'argent, la vélocité elle a tombé. Hein, donc Keynes c'est un peu con. Passons. Et donc je reprends sur cette industrie des paiements. Cette industrie des paiements, j'ai montré hier soir à des gens qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait sur une blockchain comme Bitcoin, c'est-à-dire beaucoup plus que sur le réseau Visa. Ben vous avez hier quelqu'un qui a envoyé à une autre personne 600 millions de dollars pour 1,79$ de frais de transaction. 1,79$. Comprenez qu'on va peut-être avoir des petits problèmes de concurrence pour les banques qui sont assis avec l'ensemble des prestataires, sur un marché de 2200 milliards de dollars. Donc on va avoir tout un tas d'arguments, pas forcément fondés, auxquels nous allons devoir répondre. Mais bon, on se délecte d'y répondre. Je te laisse reprendre la suite de ton propos. Parce que je ne voudrais pas prendre l'entièreté du propos là-dessus, mais la fin du raisonnement, c'est de dire que effectivement, le coût en fait, environnemental du système monétaire actuel, c'est tout simplement l'impossibilité d'atteindre les accords de Paris, en version très simple. Il n'y a aucune solution aux accords de Paris qui n'inclut pas une dimension de sobriété.
Vous ne pouvez pas être sobre dans le système monétaire actuel, c'est impossible. Vous avez un dilemme, soit vous continuez dans le système actuel, vous pouvez faire une COP par an, ça ne servira à rien, parce que de toute façon, le jour, on l'a bien vu avec le Covid, vous arrêtez l'économie, c'est bien, là pour le coup on était sur les accords de Paris, moins 4% de CO2 par an. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a doublé la masse monétaire. C'est impossible, l'économie ne peut pas continuer dans le système que Emmanuel a décrit s'il n'y a pas de croissance. C'est dans son ADN. Donc le coût environnemental du système actuel, c'est pas 3 distributeurs de billets, c'est le fait que l'incitation pour 7 milliards d'agents économiques sur Terre toute la journée, tout le temps, c'est de ne pas épargner. Épargner est débile. Donc soit vous consommez, soit vous investissez, mais si vous épargnez, vous êtes puni. Et ça, c'est pas possible. Donc effectivement, Bitcoin remet le curseur un peu plus vers épargner est possible, parce qu'en ne faisant rien avec votre argent, vous avez une possibilité de préserver votre pouvoir d'achat, ce qui n'est pas le cas dans le système monétaire actuel. Donc effectivement, la question centrale, c'est celle-ci, c'est des incitations. Je voudrais faire une remarque un peu narquoise, en marge de la sobriété dont Alexandre vient de parler. Comment, alors qu'on se rend compte maintenant, on finit par le comprendre, que quelles que soient les découvertes de nouveaux gisements, le stock de n'importe quoi, de pétrole, mais aussi de terres rares, pour les énergies alternatives, et en gros les stocks de carambars, tout est fini. Pourquoi la seule chose dont le montant ne serait pas fini serait la monnaie? Je voudrais juste rebondir par rapport à ça, parce que alors, la petite anecdote fait qu'il y a 22-23 ans, ici même, en fait, je prenais la parole pour sensibiliser au réchauffement climatique. Du coup, c'est anciennement les EO ici. Et donc ça a été, personnellement, ça a été un combat aussi de parler de problématiques environnementales, climatiques, etc. Donc les limites planétaires aujourd'hui, enfin tout ça, je suis ça depuis de très très longues années. Lorsque je découvre le système monétaire que je ne connaissais pas, comme beaucoup de gens en fait aujourd'hui en France et ailleurs, c'est absolument terrible de se rendre compte qu'effectivement, on ne peut pas, mais c'est structurel, on ne peut pas ralentir avec le modèle que nous avons. C'est impossible. Parce que si vous ralentissez, vous faites moins de crédit, vous détruisez la monnaie va mourir. Et je trouve ça complètement fou que d'ailleurs dans tous les milieux justement un peu écolo, etc., que cette question ne soit pas à minima posée. Comment peut-on enlever cette espèce d'énorme éléphant en fait dans la pièce? Parce que c'est vrai qu'on peut comparer à chaque fois, mais c'est quand même juste énorme. C'est que structurellement, notre monnaie nous amène à consommer toujours de plus en plus. Et si on ne le fait pas, ça meurt. C'est quand même fou. Enfin, comment cette question ne peut pas être posée aujourd'hui? Un exemple de ça d'ailleurs, c'est l'effet rebond. Très intéressant l'effet rebond pour ceux qui suivent l'écologie. Mais pas que d'ailleurs, l'effet rebond c'est un truc assez connu dans plein de choses. Mais en version explicative, il y a un problème environnemental souvent qui est de dire, même si vous faites, supposons que vous économisez 100 € sur votre chauffage, en fait dans le système monétaire actuel, ces 100 € deviennent de l'épargne. Si vous n'en faites rien, vous la perdez. Et donc on se retrouve face à une problématique, c'est que comment s'assurer que les 100 € économisés par le chauffage, ils ne vont pas servir à acheter un vol Paris-Marrakech, qui serait 100 fois pire qu'en fait que les 100 € économisés au départ pour le chauffage. Et en fait, ça, une partie de la réponse se trouve dans le fait que si vous ne punissez pas l'épargne, ces 100 € ils peuvent très bien dormir parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai un projet de vie dans 5 ans et j'ai envie de pouvoir le faire. Donc, il y a plein de petites choses. Encore une fois, c'est une question de système d'incitation. Si vous avez un système d'incitation pervers qui vous dit que si vous ne consommez pas, vous êtes un agent nul dans l'économie, en fait, forcément, les gens vont se comporter comme attendu, c'est-à-dire en consommant et en investissant. Donc il faut sortir de ce système-là. Par contre, même si on en sort, supposons que demain on passe sur Bitcoin, se pose une énorme question et un énorme problème qui est celui de la transition. Parce que globalement, le système fiat permet notamment aux Occidentaux de vivre largement au-dessus de leurs moyens depuis une cinquantaine d'années. Et donc sortir de ce système-là, ça veut dire dégonfler la bulle, et ça veut dire, en version très très caricaturale, on perd un tiers de notre niveau de vie, tous. Et je ne suis pas convaincu que tout le monde ait envie de ça. Alors, vaste débat là, du coup on pourrait lancer un énorme sujet. Alors on va essayer de recentrer du coup, parce que le thème c'était notre monnaie vs le Bitcoin, à la base. La monnaie, c'est le Bitcoin. Mais vous voyez juste ce que je trouve par contre intéressant dans les questions qu'on a là, c'est que en fait on commence à ouvrir tout un tas de portes. Et moi c'est ce qui m'a plu là sur ces 5-6 dernières années, c'est qu'en fait vous ouvrez des portes sur des clés de compréhension du monde que vous n'imaginez pas au départ. Notre monnaie vs le Bitcoin. Si vous deviez donner des propriétés pour avoir une bonne monnaie, quelles seraient-elles? Et si vous les compariez entre notre monnaie aujourd'hui et le Bitcoin,
Comment les qualifieriez-vous Pas facile, J'en celui-là. prendrai un, je laisserai à mes collègues d'autres. C'est la difficulté à la produire. En fait, dès que une unité d'échange, coquillage, pierre, ainsi de suite, a été facile à produire, souvent on a changé de monnaie ou changé d'unité de compte ou changé d'outil pour échanger de la valeur. Et donc, je trouve que la première des qualités, ça serait difficile à produire. Valentin? Vaste débat, effectivement. On va la jouer à la Aristote. Je pense qu'il faut la capacité à la tenir dans le temps. Et effectivement, ça a beaucoup été rappelé ici. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être touché une seule fois les 10%. Mais même si on est un peu en dessous des 10% d'inflation, la capacité à tenir la monnaie dans le temps, à pouvoir l'épargner, à pouvoir la réutiliser, la sueur de son travail actuel plus tard dans le futur, pour moi, c'est la deuxième caractéristique que là remplit Bitcoin et que pour le coup a du mal à remplir la monnaie fiduciaire. Donc ça serait ma deuxième catégorie, en plus de celle que vient de dire Louis-Alexandre. C'est d'ailleurs, avant de donner la parole à Alexandre, c'est une des définitions que j'aime bien de la monnaie, c'est le fait que ce soit un outil qui conserve sa valeur dans le temps et dans l'espace. Donc que ce soit dans le temps, ça ne marche pas avec l'euro, et que ce soit dans l'espace non plus, parce que dès que vous sortez de la zone européenne, ça devient compliqué. Alexandre? Pour un peu de perspective d'ailleurs, parce qu'effectivement sur le débat 10% ou quoi, le 10% c'était 10,7 de mémoire en zone euro qu'on a atteint ces dernières années. Ce que je veux dire par Toujours là, c'est... insisté. Non, mais même pas, c'était 10%, il vous a dit Souvenir de 10%. débat endiablé Je autour ne d'un suis pas en plateau train télé. de dire c'est un fantasme, c'est un chiffre qu'on a atteint l'an dernier Bien en sûr. zone euro. Mais tu ne peux pas faire x5. Et voilà, et Emmanuel le disait tout à l'heure, la zone euro fait partie des privilégiés. C'est-à-dire que quand j'avais fait le calcul l'an dernier, de mémoire, c'était la moitié de l'humanité vivait au-dessus de 2 chiffres d'inflation. Donc il y a plus d'une moitié de l'humanité qui perd 50% de son pouvoir d'achat tous les 5 ans. Donc c'est pas négligeable. Et évidemment, dans le tas, il y en a, ils sont au-dessus de 3 chiffres. Et c'est pas des petits pays. Entre l'Argentine, la Turquie, le Liban, le Nigeria, il y a 230 millions de mémoire d'habitants. C'est pas, ou 130, je sais plus, pardon, excusez-moi. Donc dans ces caractéristiques-là, ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, en fait, par rapport aux questions que tu mentionnais au début de ta presse, du coup, l'euro n'est pas une monnaie. Parce qu'il ne préserve pas sa valeur. Pas une bonne, en tout cas. Pas une bonne monnaie. Et effectivement, il y a deux usages concurrents de la monnaie qui en fait forcent à faire des arbitrages, qui est son usage comme moyen de paiement et son usage comme réserve de valeur. En règle générale, ces deux choses-là sont un peu exclusives mutuellement. C'est-à-dire quelque chose qui... c'est un peu l'adage, entre guillemets, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Par définition, presque, une monnaie qui garde bien sa valeur, on va avoir envie de la garder. Et donc, on ne s'en sert pas comme moyen d'échange. Et donc... finalement, une autre monnaie prend la place dans les échanges du quotidien, précisément parce qu'elle garde moins bien sa valeur. Donc il y a une forme de paradoxe autour de la monnaie où ces deux fonctionnalités-là sont en concurrence mutuellement. Mais effectivement, je souscris à ce qu'a dit Louis-Alexandre, difficile à produire, et on voit que dans l'histoire de l'humanité, on a plusieurs exemples où effectivement, à partir du moment où il y a par exemple un saut technologique qui est fait, ça a servi beaucoup pour asservir d'autres peuples. Ça a été très utilisé dans la colonisation notamment, où lorsqu'on est arrivé avec des techniques, par exemple, pour raser les sols et récupérer énormément de perles d'un coup, en fait, on s'approprie de l'entièreté d'un pays, tout simplement. Nous, ça nous prend 2 minutes de choper des millions de perles. On arrive dans un pays dont les perles, c'est la monnaie. En fait, on s'approprie le travail de l'entièreté des habitants qui, en fait, mettent 5 ans, 10 ans à s'apercevoir que en fait, ils travaillent pour quelqu'un d'autre, concrètement. Donc l'asservissement par la monnaie, effectivement, ça passe par le fait de s'assurer qu'elle est difficile à produire. Je rajouterais un élément par rapport à ce qui était dit, même si ce n'est pas le principal, parce que je pense que je suis assez proche de ce que dit Louis-Alexandre. Il y a le côté incensurable, tu en as parlé. En fait, c'est ce qui va différencier, on l'a dit tout à l'heure avec le ticket restaurant, c'est que ça différencie la monnaie du point de fidélité. Et de plus en plus aujourd'hui, on se dirige vers une forme d'économie du point de fidélité, où en fait on n'a pas X euros et vous en faites ce que vous voulez. C'est vous avez 100 euros d'aide pour ça, 250 euros de tickets resto, 100 euros d'aide à l'achat de fournitures matérielles informatiques, 50 euros de ça, des aides pour le logement. Et en fait, à la fin, la liberté de choisir ce que je veux faire avec ma monnaie devient une partie congrue en fait, de notre patrimoine total, entre guillemets. Et donc l'incensurabilité, ce qui connecte avec la question tout à l'heure, c'est-à-dire que incensurable, ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser, y compris des criminels. Sinon, c'est que c'est censurable. C'est assez crucial pour déterminer si c'est une monnaie ou un point de fidélité. Quelque chose qui
peut sans doute un peu choquer quand on dit une monnaie doit pouvoir être utilisable aussi par les criminels. La question n'est pas de savoir si on trouve ça bien ou pas, c'est juste que si ça ne l'est pas, c'est qu'on a peut-être un souci sur la monnaie, quoi. Jacques ? Je reprends d'abord l'histoire des criminels parce qu'effectivement, c'est non seulement ça doit pouvoir être utilisable par les criminels, mais en général, les criminels s'en servent en premier. Les criminels sont des validateurs de technologie. Je donne toujours l'exemple de la voiture. Le premier exemple d'utilisation spectaculaire d'une automobile à moteur à pétrole, c'est la bande à Bono en 1911 avec de Dion-Bouton 12 cylindres pour un casse à la Société Générale. Bono était un très grand connaisseur et expert de cette technologie naissante de la voiture. En 1914, ça a servi sous une forme plus dégradée, puisque c'était des Renault à 6 cylindres, au général Gallieni à transporter les soldats sur la Marne. C'est d'ailleurs plutôt un effet psychologique qu'un effet réellement stratégique. Et puis, progressivement, 20 ans plus tard, et surtout 40 ans plus tard, les papas-mamans se sont mis à se servir de la voiture pour partir en vacances. Pourquoi est-ce que les criminels, les gendarmes et les militaires sont toujours les premiers à valider une technologie? Parce qu'ils ont structurellement besoin de créer des effets de surprise. Si vous êtes boulanger-pâtissier, dans votre village, votre seule façon de percer le front, c'est de faire des gâteaux meilleurs que l'éventuel concurrent. Par contre, quand vous cherchez à faire un crime, une arnaque, une victoire militaire, et j'ajoute aussi un quatrième corps de métier auquel on ne pense pas, quand vous êtes prestidigitateur, vous cherchez, vous êtes naturellement à l'affût de toutes les innovations technologiques. Je ferme la parenthèse, il est normal qu'une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit validée par les criminels. Les gendarmes les suivent de très près. Alors j'en reviens moi à ce que j'avais à dire sur la bonne qualité de la monnaie. En fait, Alexandre l'a déjà dit en parlant d'incensurabilité. Moi je reviendrai à ce que disait Dostoïevski, la monnaie c'est de la liberté frappée. Cette monnaie doit assumer une tâche qui est de financer et d'objectiver ma liberté. Si je ne suis pas libre de l'envoyer à une copine en Syrie, et parce que j'ai une copine en Syrie, et pour quelle raison, ça ne vous regarde pas. Si je ne suis pas libre d'adhérer à un parti politique parce qu'aujourd'hui ou demain, sous prétexte qu'il serait favorable à une légère augmentation des impôts, tout le monde va lui tomber dessus en lui disant qu'ils sont antisémites. Si on ne sait pas ce qu'on vous reprochera demain. Rabelais disait, si on m'accusait d'avoir volé les tours de Notre-Dame, je commencerai par mettre une frontière entre moi et mes accusateurs. Vous ne savez pas aujourd'hui ce qu'on vous reprochera demain. Donc, une monnaie doit assurer ma liberté. Je dois pouvoir, effectivement, on en retrouve l'usage criminel, je dois pouvoir acheter de la drogue avec. J'ai jamais acheté de drogue, mais je dois pouvoir le faire. J'ai pas forcément de copine en Syrie, mais je dois pouvoir le faire. J'ai pas forcément envie de financer un mouvement politique extravagant, mais je dois pouvoir le faire. Sinon, c'est pas mon argent. Merci Jacques pour cette propriété de la liberté, du coup, sur la monnaie. Une deuxième, pendant la conférence, en fait, j'indiquais qu'il y avait toujours cette notion de pouvoir sur la monnaie qui était très liée pendant toute son histoire. En fait, à un moment donné, le pouvoir cherchait à se l'accaparer, à l'utiliser, à le manipuler parfois. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, selon vous, est-ce que l'euro d'aujourd'hui est-il empreint de ces mêmes défauts de pouvoir et en quoi Bitcoin serait-il différent ? Je crois qu'il ne faut pas pleurnicher non plus. Il vaut mieux avoir des euros dans la poche que tout un tas de roupies ou de dinars de pays dans lesquels les libertés ne sont pas forcément aussi bien assurées que les nôtres, dans lesquels le marché est moins efficient. On n'est pas non plus... Il ne faut pas faire les enfants gâtés de la planète. Après, je crois qu'aucun d'entre nous ici, il serait quand même temps de le dire, parce que parfois nos propos peuvent laisser croire qu'aucun d'entre nous, je crois, ne pense qu'on va tout d'un coup, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 30 ans, basculer d'une monnaie à l'autre. Il y aura toujours des monnaies des États. Donc les monnaies, les historiens ne les distinguent pas par leur fonction, mais par leur qualité. Chaque monnaie a une raison d'être. Et je disais tout à l'heure, le dirham sert à aller passer des vacances au Maroc quand vous êtes français. Le bitcoin sert à payer sur Internet parce que c'est quand même plus pratique, etc., etc. Ces qualités, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Un gamin pauvre d'un pays sous-bancarisé va trouver d'autres qualités au bitcoin
que moi, parce que moi, si j'ai envie d'aller acheter quoi que ce soit, j'ai effectivement mon sans contact, mon cash, etc. Le gamin dans un pays sous-bancarisé, il n'a peut-être pas de sans contact, il n'a peut-être pas de cash parce que, ou alors le cash est crasseux, ou le cash est dangereux parce qu'il y a des bandits qui parcourent le pays, etc. On ne peut pas donner des réponses comme ça valables pour tout le monde, hors classe sociale, hors classe d'âge, hors pays, etc. Chacun doit pouvoir se positionner en fonction de sa nature, de son âge, de son état de fortune, de son actif passif, de ses revenus, de ses dépenses et du pays dans lequel il vit, à mon avis. Oui. Je souscris globalement. En France ou en Europe, on a effectivement, je pense qu'on subit en partie le fait que même si dans les statuts, la Banque Centrale Européenne est indépendante, dans la réalité, elle n'est pas vraiment. Et en fait, effectivement, elle sert un but politique d'une certaine façon. Je rappelle souvent que Christine Lagarde avait une phrase en disant « Les Européens préféreront avoir un emploi qu'une épargne ». Parce que c'est devenu son rôle en fait. C'est-à-dire que malgré le fait que son mandat théoriquement unique au départ était de préserver la stabilité monétaire, et d'ailleurs c'est écrit sur le site de la Banque Centrale Européenne, c'est écrit noir sur blanc que si la Banque Centrale faillit dans sa mission, alors l'euro perd sa capacité de monnaie, dans la réalité c'est plus ce qu'elle fait. Parce qu'il y a une chape de plomb, une forme de non-dit parfois qui est dit, qui est de dire la Banque Centrale Européenne, finalement, elle a aussi comme rôle de sauver l'économie, elle a comme rôle de financer la transition énergétique, elle a comme rôle de faire un café mais pas trop serré s'il vous plaît. Parenthèse, c'était quand même un peu un bug. Elle était la seule banque centrale au monde à ne pas avoir parmi ses objectifs le maintien d'un certain niveau d'emploi. Oui. Les pays aussi marxistes que le Japon, la Suisse ou la Grande-Bretagne, leur banque centrale avait ce but. Il y avait une certaine anomalie dans les buts de le bimandat, oui. La Fédérale Réserve a le même problème, entre guillemets, c'est qu'elle doit à la fois assurer un certain emploi et la préservation de l'épargne. Mais en fait, en réalité, si on se pose 30 secondes, on a une institution qui est censée préserver la monnaie, dont l'objectif est d'en détruire 2% de la valeur tous les ans. Il y a quand même une contradiction dans les termes. Donc effectivement, le fait d'avoir, et c'est un peu une divergence qu'il y a entre certains libéraux français qui ne sont pas fans de Bitcoin, alors que le Bitcoin est quand même un projet assez libéral, et les Bitcoiners, c'est que pour certains libéraux, le problème n'est pas dans l'ADN du fait d'avoir quelqu'un qui contrôle la monnaie, mais c'est dans l'absence de garde-fous. Donc il y en a certains qui disent, en fait, le problème, c'est pas le système fiat, le problème, c'est qu'on ne devrait pas avoir un système fiat, par exemple, qui finance les États, car les États sont improductifs par nature, et donc on devrait financer le secteur privé, accessoirement, ne pas avoir une cible à 2% d'inflation, mais à 0% d'inflation, et donc d'ajuster les paramètres, mais en soi, le système n'est pas un problème. Pour les bitcoiners, en règle générale, c'est perçu comme une forme de naïveté, dans la mesure où il y a un côté très Peter Parker, grand pouvoir implique de grandes responsabilités, disait un philosophe américain, où ils disent, en fait non, c'est dans l'ADN. Si vous donnez le pouvoir à quelqu'un, à moins de tomber sur quelqu'un qui est parfaitement pur de A à Z, ce qui n'existe pas, il sera tenté d'utiliser ce pouvoir énorme qui est de le contrôle sur l'économie via un taux directeur pour tel ou tel objectif. Et donc le bitcoiner dit que le bitcoin est mieux parce que précisément on a acheté la clé. On a dit en fait le bitcoin il y en a tant, le code est public, ouvert. Si jamais on veut faire une modification, ça reste possible, mais il faut un consensus énorme parmi tout le monde. Donc on a une garantie très forte sur la stabilité de sa valeur. Mais donc ça génère un comportement que beaucoup d'économistes mainstream, keynésiens surtout, vont critiquer, d'ailleurs parfois sans aucun état d'âme écologique, en disant oui mais si vous faites ça, les gens vont arrêter de consommer. Oui. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Je précise souvent que le 19e siècle est déflationniste dans son ensemble et ça ne nous a pas empêché d'avoir deux révolutions industrielles, l'aviation, la pénicilline et co. Donc on peut continuer de faire du progrès dans une situation déflationniste, mais effectivement il y a ce conflit entre Bitcoin et système fiat dans lequel je trouve qu'effectivement, en plus de souscrire au propos de Jacques, c'est-à-dire selon votre situation, vous n'y trouverez pas les mêmes qualités, que le fait que le système fiat est vicié dans son ADN et ce n'est pas une question de garde-fou. En fait, la première notion du pouvoir, c'est le paiement de l'impôt. Aujourd'hui, l'État peut décider. Excusez-moi, excusez-moi. Censurer, aller en coupe.
peut décider de la monnaie dans laquelle je paye mon impôt. Et aujourd'hui, je ne peux pas payer mon impôt en France en bitcoin. Je suis obligé de le payer en euros. C'est une première violence, puisque l'État, lui, est légitime quand il impose les choses par la violence, parce que c'est la légitimité de l'État d'imposer ses vues par la violence. Mais tout ceci, je vais vous parler d'une autre violence qui est toujours assise sur le même pouvoir. C'est qu'on a parlé d'une règle d'inflation à 2%, mais d'une règle de déficit à 3%. Donc si on commence par faire des déficits, vous savez très bien que les déficits correspondent à une création monétaire aujourd'hui, et 3, c'est un objectif auquel l'État doit sous-tendre. C'est-à-dire que souvent, il n'y arrive pas à cet objectif. Je pense que la France est bien placée pour montrer qu'elle n'y arrive pas. Et donc, on a ce pouvoir qui nous est imposé, ce pouvoir de s'appauvrir. Et vous savez que la conséquence de l'inflation ou la conséquence de la création débridée au niveau monétaire va complètement inverser la pyramide des richesses dans un pays. C'est-à-dire qu'en fait, on se rendait compte que la France des 30 glorieuses, celle qu'on a fait avec les certificats d'études, à l'époque, on imprimait moins de diplômes, mais il valait quelque chose. Tiens, c'est bizarre. Ça me fait penser à quelque chose. Diplôme, billet, tiens, c'est bizarre. Eh bien, on avait fait une classe moyenne qui a fait la richesse de la France, qui a fait la richesse de son industrie manufacturière et ainsi de suite. Quand on va aujourd'hui mettre une inflation, enfin, tolérer une création monétaire débridée, on va transformer cette échelle, enfin, ce modèle de pyramide, on va le transformer, où il y a une grosse classe moyenne, en fait, en espèce de grosse bulle, eh bien, on va le transformer en sablier. On va tuer la classe moyenne. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. On a en haut quelques alphas, qui sont les dirigeants. Bon, je vous laisse imaginer qui ça peut être. Ensuite, ce monde a besoin de quelques personnes pour le faire tourner, ce sont les bêtas. Et enfin, on a une grande masse de gamma qui sont élevés dans le bruit, les couleurs vives et ainsi de suite. Et quand vous faites ce rapport avec ce qui est en train de se passer, c'est cette passage en sablier, en fait, avec, on a vu, ceux qui ont pu profiter des taux très bas à 0%, au début c'était tout le monde. Et puis les actifs ont monté en prix et il y a de moins en moins de monde qui a pu emprunter à des taux faibles parce qu'on avait de moins en moins de moyens d'emprunter. Donc les riches se sont un peu plus enrichis, encore plus enrichis, et la classe moyenne a pu de moins en moins emprunter et s'est appauvrie. Et donc on va vers ce monde-là. Et donc ça, c'est ce pouvoir qui s'exerce d'une certaine manière, d'une certaine violence. Et ça, à partir du moment où on commence à revenir sur ce qu'avait dit Alexandre, à partir du moment, et Jacques, notre monde est limité et nous en sommes conscients aujourd'hui, il n'y a pas plus conscient que nous aujourd'hui sur la limite du monde, eh bien, l'outil qui nous permet de faire des transactions doit lui aussi correspondre à cette limite. Autrement, on a l'exercice d'une violence, d'une manière ou d'une autre, par un petit nombre de personnes en vue du plus grand nombre. Je ne peux pas passer après ça, je n'ai plus rien à dire. J'aurais dû me mettre là-bas, ça aurait été plus simple pour moi ce soir. Tu commenceras. Prochaine question, tu commences par lui. Voilà, ce sera plus simple pour moi. Non, mais c'était très intéressant, merci beaucoup. Alors, du coup, on l'a beaucoup abordé, parce que ça faisait partie des questions. C'était est-ce qu'on peut vivre dans un monde fini avec ce modèle de monnaie aujourd'hui, qui est l'euro, qui nous demande du coup de plus en plus de croissance? Comment fait-on en fait? Est-ce que vous avez une... Valentin a une autre question. Il va répondre à une autre question. Il va répondre. Moi, je trouve la question intéressante. Oui, mais il faut que Valentin puisse répondre à une question. J'aurais écouté Jacques sur ce point-là. Donc, Jacques, si vous avez quelque chose à répondre, ça pourra m'inspirer. C'est toujours la même chose. Ça va, la sobriété, pour qui? Pour le moment, on est assez d'accord pour vivre dans la sobriété. Le problème, c'est qu'on pense surtout à ceux qui ont le moins et à qui on demande cet effort de sobriété. Je ne suis pas sûr qu'on puisse imaginer un effet du Bitcoin sur ce thème avec une concurrence de monnaie. Moi, je n'ai jamais pensé
que de mon vivant, en tout cas, Bitcoin puisse être la monnaie légale, unique, dans laquelle vivront les États-Unis d'Amérique, l'Europe, etc. Ça, pour moi, c'est un fantasme de Bitcoiner. Il faudrait une série de catastrophes telles que, entre-temps, on aurait probablement tous mangé dans les poubelles. Enfin, c'est un truc apocalyptique. Donc, je crois que la question est mal posée. Il va y avoir des concurrences de monnaie dans la mesure où si le Bitcoin poursuit son installation, à laquelle on insiste quand même depuis 10 ans. Il y a 10 ans, c'était confidentiel. Il n'y avait pas de... On était une bande de fous dans un restaurant crasseux pour en parler. Bon. Toujours une bande de fous dans un restaurant crasseux. Ça devient plus élégant. Il y a juste plus de fous. Mais... Non, ça devient plus élégant. C'est une monnaie en concurrence, donc elle ne résoudra pas à elle seule le problème de la transition. Mais elle peut aider à. Et il est clair qu'à partir du moment où vous décidez de conserver une partie de vos actifs en Bitcoin, parce que vous pensez que ça a plus de chances de conserver sa valeur à 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, ma foi, c'est des dépenses que vous ne faites pas, et c'est de l'activité monétaire que vous ne faites pas avec la monnaie des États qui, elle, a cet effet qu'on a décrit sur le système. Je ne pense pas qu'on doive ce soir se mettre à extrapoler un Monopoly où on vivrait tous en Bitcoin. Il faut garder raison. Il y a un truc très drôle quand vous faites une simulation de l'achat d'une machine, enfin du rendement sur l'achat d'une machine de minage Bitcoin. Et bon, il y a des outils pour calculer ça, savoir si aujourd'hui j'achète une machine de tel montant, à telle caractéristique, telle consommation. Il y a une case qui m'a fait beaucoup rire, enfin beaucoup réfléchir plutôt que rire hier, c'est quand je faisais cette démonstration, c'était que vous pouvez mettre, il y a la case HODL. C'est-à-dire, vous savez, je vais miner, mais est-ce que c'est pour revendre tout de suite mes bitcoins ou c'est pour les garder? Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que je fais une production, donc je décide dès le départ qu'il y a une partie que je ne vais pas dépenser parce que ça a une valeur et j'ai cette capacité de dire, ben non, ça, je l'épargne volontairement. Et je vais essayer de me renseigner auprès du gars qui héberge l'outil pour savoir quelle est la statistique des gens par rapport quand ils font la stat pour savoir combien ils vont garder. Moi, j'ai fait que du 80 et du 100%. C'est-à-dire, vraiment, si je mine, c'est pour garder les bitcoins. Mais ça peut être intéressant de savoir comment les gens, quand ils font la simulation, vont décider de garder ou non les bitcoins. Après, il y a une autre raison du HODL. On n'en a curieusement pas parlé ce soir. On a beaucoup parlé d'inflation. À mon avis, d'ailleurs, un peu trop, parce que si les gens n'épargnent pas, c'est pas seulement parce que leur épargne va fondre. Et s'ils ont envie d'épargner en Bitcoin, c'est peut-être parce que quelques-uns, les plus jeunes, ne sont pas vraiment convaincus que le système de redistribution des retraites, qui aujourd'hui fonctionne quand même au bénéfice des plus âgés, soit pérenne dans le temps. Donc il y a le problème de l'inflation, qui est une menace à l'horizon. Je parle des plus jeunes, parce que les plus âgés, leur horizon, il n'est pas si loin que ça. Et donc l'inflation ne les concerne pas forcément. Je veux dire, il vous reste statistiquement 10 ans à vivre, le taux d'inflation, vous commencez à... Par contre, quand il vous reste 30, 40, 50 ans à vivre, vous pouvez avoir des craintes sur l'inflation, bien sûr, mais vous pouvez aussi avoir des craintes sur le système redistributif, qui est quand même quelque chose, là aussi c'est l'éléphant dans la pièce, dont... Souvent, j'entends des gens qui ont l'âge de mes enfants dire « De toute façon, je ne toucherai pas de retraite. » Oui, je réponds si, mon chéri, mais toute petite. C'est-à-dire que de toute façon, ça va, on a déjà commencé d'ailleurs depuis 10-15 ans. Les retraites de la classe moyenne et moyenne supérieure étaient plus généreuses il y a 10 ans qu'aujourd'hui. C'est la grenouille. On va continuer de serrer le kiki. Mais c'est une bonne raison de hodl, ça, à mon avis. Largement autant que l'inflation. C'est Valentin qui doit répondre là, Alors, c'est le plus jeune. Là. Ouais, alors je vais laisser du coup Valentin, si tu veux répondre par rapport à ça, et j'ajouterai quelques trucs de jeunes, je sais pas, mais... Toi, ton épargne, Valentin, tu l'as fait comment? C'est vrai que je t'ai tout donné, Louis-Alexandre, donc si tu pouvais me les rendre, ça m'arrangerait. Il faut lui envoyer un Ether pour récupérer des Ethers. Ne confondons pas toutes les monnaies. Non, mais effectivement, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas trop d'espoir pour ce qui est de ma retraite.
même si je donne volontiers une partie de ce que je gagne pour payer celle de mes parents ou de mes grands-parents. Et donc il a fallu se réinventer soi-même et réinventer la manière dont on met l'argent de côté, c'est une certitude. Aujourd'hui, dans tous les sondages, je ne sais pas si tu en as parlé Emmanuel dans ta conférence au début, parce que je l'ai pris un petit peu en route, mais on en a parlé tout à l'heure sur la RCF, c'est le taux d'adoption de Bitcoin et des crypto-monnaies en France qui est de 10%, mais on voit bien que ce qui permet de plomber 10. Cette fois-ci, j'ai moi qui vais dire 10. Oui, 12% sur le tout dernier de mars 2024. Ce qui permet de plomber un petit peu ce chiffre-là, c'est les jeunes. Parce que moi, la plupart de mes amis, Jacques, tu disais il y a 10 ans, vous étiez avec vos amis sur les bars un petit peu miteux. Moi, j'étais au collège. Donc, effectivement, je n'avais pas encore l'autorisation de rentrer dans les bars à cette heure-là. Mais ça a fait que tous mes amis, aujourd'hui, épargnent en crypto-monnaie, en bitcoin, et certainement pas tellement dans les actifs plus traditionnels que connaît très bien Louis-Alexandre, et les actions et ainsi de suite. Donc, et ça, le premier moteur, c'est pas forcément pour savoir si on va acheter une maison ou ce genre de choses, c'est plutôt par crainte de l'avenir qu'on nous rabâche tous les jours dans les médias un peu tristes. Et c'est plutôt pour ça, plutôt pour se payer une retraite, plutôt pour, si ma voiture tombe en panne, plutôt que des projets d'objectifs plutôt heureux comme acheter une maison ou s'offrir un beau voyage. C'est vrai. Alors, je vous donne la parole juste après. Je vais répondre en temps. Moi, il y a une. Je ne crois pas le fait que Bitcoin, je sais pas, envahisse toute la France ou d'autres pays, ou etc., et qu'on consommerait qu'en Bitcoin et autres. Par contre, et là, je parle d'une personnalité dont la conscience climatique, écologique et tout ce que vous voulez a été tapée très jeune, du coup, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je me pose sérieusement la question de savoir est-ce que je continue de maintenir ce système aujourd'hui, qui est celui de la monnaie dette. Alors évidemment que je paye mes impôts en euros, je paye en euros, je n'ai pas le choix. Par contre, à choisir où est-ce que je flèche mon épargne, du coup, je le fais, en fait, aujourd'hui, ce choix. C'est-à-dire d'aller de plus en plus vers Bitcoin. Pourquoi ? Parce que je pense, avec tout ce qu'on a dit, que ce modèle d'émission, en fait, à un moment donné, ces fameuses limites finies, etc., font que je ne sais pas du tout si Bitcoin prendra de la valeur demain ou pas. Mais en tout cas, je veux juste soutenir ce type de modèle plutôt qu'un autre. Et je pense qu'il ne faudrait pas sous-estimer je ne sais pas comment dire, les leviers d'action que pourrait avoir par exemple la jeunesse, parce que je voudrais quand même juste rappeler que beaucoup de gens aujourd'hui font la décision de ne pas faire d'enfants, tout simplement parce que nous avons ce type de problématique. Alors, à se poser la question de savoir, de se dire, est-ce que les gens, une fois qu'ils auraient pris conscience des fonctions de la monnaie, etc., se mettent à faire des choix de ce type-là en mode, ok, moi je fais le choix, alors il y a les choix véganes, il y a les choix, enfin bon bref, on pourrait partir sur tout un tas de sujets. Est-ce que les gens ne pourraient pas prendre le choix juste de se dire, voilà, le modèle de la monnaie dette, je l'ai bien compris, c'est une folie, en fait, tout simplement, pour demain, et du coup je choisis un autre modèle. Une fois que les gens ont compris, je ne sais pas s'ils feront le choix, mais je sous-estimerais pas ce type de choix. Moi, ça me fait un peu mal au cœur quand je vois des jeunes du coup dire je ne ferai pas d'enfant demain parce que je pense que l'avenir est assez néfaste. L'avenir appartient aux enfants de ceux qui en auront ou qui en ont. Ça, c'est une phrase de Jacques Favier. C'est pour ça que je peux la citer. En fait, souvent, quand vous avez beaucoup d'enfants, moi je sais souvent ce que je dis parce qu'il y en a beaucoup, quand vous hésitez entre les Maldives et les Seychelles, c'est pour le poster. Parce que, en fait, vos centres de dépenses sont quand même centrés sur l'éducation, la nourriture de vos enfants, le logement, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a un débat qui n'est pas forcément toujours ajusté, à mon avis, sur le fait d'avoir ou non des enfants par rapport aux limites de la planète. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Par contre, le sujet qui peut être, que je vois arriver moi en gestion de patrimoine, c'est la défiance. Cet après-midi, grâce aux locaux de Cube 3, j'ai pu faire une visio avec un nouveau client rencontré à Surfing Bitcoin. Cette personne, pendant 1 heure, a parlé de sa défiance du système actuel. Sa volonté pour la trésorerie d'entreprise, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à l'international. Il veut faire des transactions le plus possible en crypto. Le manque de clarté de sa banque, il veut mettre son épargne. En fait, le mot défiance est venu souvent. C'est-à-dire qu'on arrive à une perte de confiance dans une monnaie qui est basée sur la confiance. Et ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne le pense,
parce qu'une fois, on sait très bien qu'il faut beaucoup de temps pour bâtir la confiance, il en faut très peu pour la détruire. Et ça peut être aussi un changement majeur dans l'époque actuelle sur ce sujet. Il est 21h15 quasiment. Je vous propose du coup de terminer avec 10-15 minutes de questions-réponses, ça vous va? Ouais. Ok, Jacques est là jusqu'à demain si jamais. Alors moi je suis venue ici par curiosité. Je travaille dans une société où on est une caisse de retraite et où on fait de l'épargne. On s'est associé, oui. On s'est associé dernièrement avec justement une autre société qui la propose de l'épargne et les objectifs sont de séduire les jeunes. Aujourd'hui, j'entends un tout autre débat. Vraiment, donc je suis en train de préparer un mail pour ma direction depuis tout à l'heure en vous écoutant. Et donc j'ai une question. En fait, c'est aujourd'hui si je dois suivre vos pensées, comment est-ce que vous pouvez sensibiliser les entreprises comme la mienne, qui touche plus de 12 millions de clients, comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer l'épargne puisque les jeunes ne pensent plus à leur retraite, alors que moi, ce sont mes produits et c'est ce que je mets en valeur et je veux toucher les jeunes. Comment aujourd'hui, mon client peut investir en Bitcoin chez moi? Alors, je pense que Valentin aura des choses à dire par rapport à la représentation qu'il a. On est un peu sur mon métier quand même, de base. Alors déjà, le bitcoiner, il aime bien détenir ses bitcoins en direct. Donc déjà, le bitcoiner, lui, il ne voudra pas passer par un intermédiaire. Et nous, on passe notre temps à lui dire, surtout tes bitcoins, tu les détiens toi-même et tu apprends. Voilà. Not your key, not your coins. Tu n'as pas tes clés privées, tu n'as pas tes coins. Mais bon, le sujet est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui un premier acteur sur le marché qui a créé un PER, un plan d'épargne retraite bancaire et non pas assurance, avec dedans des ETF, enfin des outils qui permettent d'investir indirectement dans les cryptos et dans Bitcoin et dans Ethereum. C'est une manière détournée d'investir dedans, mais avec un petit avantage fiscal à l'entrée, en contrepartie d'un désavantage fiscal à la sortie. Je pense que l'élément de changement que je vois dans les jeunes populations et par rapport à mes jeunes salariés, parce que moi, mon pari, c'est un salarié par tranche d'âge. Moi, je m'adresse plutôt aux cinquantenaires. J'ai une salariée qui a 60. On est chacun dans des tranches d'âge. Et donc, j'ai des salariés qui ont un peu plus de 20 ans. Ce que je vois, c'est le sens, la quête de sens. Nous, on est là pour faire de la perf. Notre génération, la génération de Jacques, tout ça, on est là pour faire de la perf. Nous, ce qui nous importe, c'est de la perf. Il faut qu'il y ait du rendement. Et on prend du risque par rapport au rendement. Et on est venu à Bitcoin quelquefois aussi par rapport au rendement, par rapport à la performance. Ce que je vois aujourd'hui dans des générations, on a des jeunes qui ont vendu leur boîte il n'y a pas très longtemps, qui sont dans la tranche, on va dire, 25, un peu avant 40. Et tous, ils ont une problématique de sens. Qu'est-ce que fait mon épargne? À quoi sert mon épargne? Est-ce que je peux voir dans quoi c'est investi? Et on a une boîte qui s'appelle Goodvest, qui a dit « Moi, j'ai un contrat d'assurance vie qui respecte les accords de Paris ». Super, c'est le fils d'Yves Chouet-Fati. Génial, l'idée, elle est topissime. On analyse le premier fonds collectif dans lequel il y a des obligations de la dette qui respectent les accords de Paris. Qu'est-ce qu'on retrouve? Total, BASF, Engie. On trouve toutes ces grandes boîtes. Et là, quand on propose ça aux jeunes, ils disent « Mais je n'ai pas du tout envie d'investir dans ce type de fonds ». Donc, si vous devez envoyer un mail aujourd'hui, il y a une problématique de défiance envers le système global. Et je pense qu'il faut que vous soyez capable de faire du conseil sans forcément vendre de produits. Et ça, à chaque fois que je dis à une grande boîte, ils ont du mal avec ça. Mais bon, c'est un premier point. Et deuxièmement, c'est le sens. C'est-à-dire qu'il faut que le questionnaire client, ça soit pas est-ce que quand tu arrives à la gare pour prendre le train, tu arrives vachement en avance, un peu en avance, après le départ du train, est-ce que si ton portefeuille fait moins 50, est-ce que tu dors pas la nuit ou au contraire tu vas en boîte pour oublier? Non, c'est pas ça le sujet. C'est quoi le sens pour vous? Vous voulez que votre argent il serve à quoi? Et voilà, je pense qu'il y a cette notion-là qui est vraiment très très importante.
Ouais, je suis d'accord avec Louis-Alexandre, à l'exception près que moi je connais pas beaucoup de personnes qui ont vendu des boîtes entre 25 et 40. Donc j'aimerais bien que tu me les présentes. Oui, ça, c'est vrai. Mais la première explication, c'est que on n'a pas d'argent pour épargner. Je vous dis, c'est la simple et bonne raison. C'est-à-dire qu'en dessous de 30 ans, la majorité de mes potes, s'ils arrivent à finir avec pas du rouge sur leur compte bancaire quand ils l'ouvrent, ça leur suffit déjà grandement. Donc il faut déjà avoir la capacité et la liberté dans la tête de pouvoir se dire je mets 50, 100, 200, 300 euros de côté. Une fois qu'on a ça, je trouve que la génération d'aujourd'hui, et c'est très bien incarné par quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Mounir Lagoun et qui a fait une boîte qui s'appelle Finari, qui va montrer justement qu'en fait 90-95% des gens qui sont spécialistes, alors du coup Louis-Alexandre fait partie des 5% restants, mais 90-95% des gens qui sont spécialistes sur les marchés financiers ne battent pas les ETF, ne battent pas les trucs les plus simples au monde avec le moins de frais au monde possible. Donc il y a eu beaucoup de fausses promesses. Des entreprises comme Finari qui aujourd'hui draguent énormément de jeunes et ça représente un nombre de clients considérable passent par ces plateformes-là pour investir sur des outils où les frais sont extrêmement petits et à force de le répéter dans ces conférences-là et ailleurs, le fait de se voir rogner son épargne par les frais et donc à l'inverse, au strict opposé à ce qu'on appelle les intérêts composés et donc tout l'intérêt que ça compose de pouvoir épargner sur l'épargne et gagner des intérêts qui font des intérêts à cette boule de neige-là, on se voit que c'est tellement rogné par 1, 2, 3% de frais, on a l'impression que c'est tout petit, mais en fait ça défonce les 3/4 de la performance potentielle de l'actif. Et bien du coup, par définition, les jeunes vont davantage passer par ces plateformes-là comme Finari pour aller chercher des produits, des ETF sur BlackRock qui ont des frais tout petits et qui font finalement l'affaire. Et en vérité, les deux types, mais c'est le cas pour moi aussi, je réfléchis en parallèle, les deux types d'investissements que font les jeunes, c'est les crypto-monnaies et c'est le ETF MSCI World. Parce qu'en fait, il fait très bien le travail. Je tiens également à préciser que, même si ça ne se voit pas forcément, je suis plus proche de ton âge que... voilà. Voilà, même si on a le même coiffeur avec Alexandre. Voilà. Donc, je me sens concerné par la question aussi, ça semble, effectivement. Alors, du coup, effectivement... oui, effectivement, j'ai vendu une boîte. J'ai vendu une boîte avant 40 ans. Tout à fait. Le sujet, en fait, il y a aussi une réponse très cynique, très marché à votre question, et qui est effectivement 12% des Français ont de la crypto. Et donc, en fait, n'ouvrons pas le débat sur comment l'Ipsos fait des sondages, car nous n'allons pas en finir. Représentatif multiplié par 2 sur 3000 échantillons. 2000 personnes. Bref, en tout cas, peu importe, 10 ou 12, on s'en fout. Le fait est que dans la proportion de ces gens-là, le facteur discriminant en France, aux États-Unis, où vous voulez, le facteur discriminant numéro 1 dans la possession de crypto, c'est la jeunesse. Partout. Et c'est tellement vrai qu'en France, pour le coup, que ce soit 10 ou 12, la moitié des détenteurs de crypto ont moins de 35 ans. Or, c'est une catégorie d'âge qui ne représente que 25% de la population. Il y a une surreprésentation majeure. Donc en gros, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas... pourquoi je dis c'est une réponse cynique, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez attirer des clients jeunes, en fait, c'est pas sorcier. C'est juste de ne pas faire comme la quasi-totalité des établissements bancaires français, c'est-à-dire de bloquer les virements dès qu'il y a un sujet crypto, de dire on est là pour vous protéger, non, ne faites pas ça. À la fin, les gens terminent sur des plateformes étrangères. Ils n'arrêtent pas d'acheter, ils quittent la banque. D'ailleurs, certaines banques, dont je ne citerai pas le nom, qui sont premières ou deuxièmes en termes de banque retail sur la part de marché, c'est des gens qui perdent sur la population des détenteurs de crypto, ils perdent 70% de part de marché. Parce qu'ils ne veulent pas y aller. Alors que la réponse très bête à votre question, c'est permettez-le. Point. Si vous permettez, vous dites, vous pouvez juste acheter du Bitcoin avec moi, effectivement, il y a une éducation à la self-custody qui est de dire, et si vous voulez, vous pouvez le conserver, nanana. Dans la réalité, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens pour lesquels c'est plus risqué de garder soi-même que de garder chez quelqu'un. Et c'est d'ailleurs probablement une plus grosse partie de la population. Une immense partie, voilà, exactement. Exactement. Et pour tous ces gens-là, en fait, il suffit de dire, vous pouvez le faire chez moi. Et ben, ils vont le faire chez vous. Et donc, il n'y a pas à se casser la tête de est-ce que je ne ferais pas un produit composé de tant de boîtes qui sont dans la crypto, un peu de minage, un peu de machin. En fait, ces gens-là, ils veulent du Bitcoin à 60%. Et à 40%, ils veulent autre chose, mais dans très grande partie Ether. En réalité, si vous faites Bitcoin Ether, en fait, vous avez déjà 90% du marché. Donc, en fait, la réponse, elle est très très simple à cette question, c'est de ne pas tomber dans ce que font malheureusement les intermédiaires bancaires français, surtout européens aussi, qui est de dire ah, vous voulez du Bitcoin, vous êtes un paria, je vais fermer votre compte. Qui est concrètement ce qui se passe aujourd'hui, encore récemment.
pas la volonté croissante. Ça n'entrave manifestement pas, puisqu'on le voit, ces sondages, ils sont faits régulièrement, ça n'arrête pas la vague. Mais je vois pas comment il peut y avoir à un moment donné de façon de machine arrière là-dessus. Enfin, alors j'ai peut-être la prétention de dire, j'en sais rien, mais c'est que une fois que vous avez compris, vous revenez pas en arrière. Y a pas, moi, n'importe quelle banque ou assurance, etc., effectivement, je les encourage à proposer des solutions pour aider, etc., à la conservation. Mais juste de l'honnêteté, en fait, à un moment donné. C'est-à-dire que le système, aujourd'hui, il est défaillant. Tous les jeunes vont finir par l'apprendre. Ça, c'est inévitable. En fait, je connais quasiment pas de personne, en fait, qui aurait fait cette démarche, vraiment de creuser le sujet, à un moment de se dire non, en fait, je me suis trompé. Juste pour rebondir sur les propos d'Emmanuel, j'ai eu une demande un jour d'un prof me disant ah, vous qui êtes dans l'économie, vous ne voudrez pas intervenir dans notre lycée. Alors j'ai dit ouais, moi je vais intervenir dans votre lycée si vous voulez, mais je vous demande juste une chose. Si je dois parler à des élèves de lycée, je vais intervenir sur Bitcoin. Bon, le gars a un peu changé de couleur. On a négocié que le prof d'économie ne soit pas présent au cours. Parce que là, je pense qu'on aurait eu un arrêt cardiaque en pleine conférence. Et en fait, j'ai commencé à faire... Là, je vais être à mon 3e lycée, que je dis d'excellence, parce que ce sont des gens qui se posent vraiment des questions, qui organisent une conférence sur Bitcoin dans le lycée. Et ce n'est pas le fait d'organiser la conférence, déjà, c'est super. C'est quand je recroise un élève quelques mois plus tard. Quand je recroise un élève de première qui était en seconde l'année d'avant, ou un élève de terminale, ou quelqu'un. C'est qu'on se rend compte qu'il y a déjà dans la classe à peu près une vingtaine de pourcents, 20 à 25% des élèves qui, quand ils me recroisent alors qu'ils ne me connaissent pas, que je suis impressionnant, enfin voilà, je suis plutôt grand, costaud, vieux, avec des moustaches et tout machin, eh bien ils viennent me voir parce qu'ils ont une question de plus, parce qu'ils sont tombés dans le trou du lapin et qu'ils ont envie de comprendre. Ces gens-là, vous aurez beaucoup de mal à les récupérer dans le système classique si jamais vous n'avez pas une ouverture. Je pense qu'on ne changera pas les jeunes, parce qu'on a parlé de méfiance, de défiance, d'absence de confiance. Si les jeunes sont plus intéressés par la crypto, on ne peut pas, à mon avis, le dire sans rappeler deux choses. Les jeunes consomment moins la presse écrite, la presse mainstream, etc., que les plus âgés, et les jeunes votent moins dans des élections démocratiques que les plus âgés. Ça fait quand même 3 indices concordants. Et on ne peut pas simplement isoler leur défiance vis-à-vis du système financier d'une défiance qui est beaucoup plus globale vis-à-vis des modèles dits autoritaires. Le journal qui vous dit quoi penser, l'homme politique qui vous dit quoi penser, le banquier qui vous dit quoi faire de votre argent. Donc c'est pas quelque chose qui va disparaître, ce sont des tendances lourdes. Lors d'un événement qu'on organisait qui est sur la FinTech en 2018, on a fait un événement, on a fait un sondage avec Madines à l'époque sur les jeunes et leurs banquiers. On était arrivé à voir qu'ils préféraient aller chez le dentiste que chez leur banquier. Retenez quand même ce genre de statistiques. Voilà. En tout cas, c'est un constat relativement général de toute façon sur le fait que plus vous allez apprendre, moins vous allez croire, entre guillemets, les discours un petit peu qui sont tenus. Aujourd'hui, moi, je vous mets au défi. Hein, alors, je pense qu'on a balayé beaucoup de sujets, là, du coup, concernant Bitcoin. Mais allez voir votre banquier, posez-lui quelques questions. Vous risquez d'être surpris. Mais vraiment, vous risquez de ne plus avoir de compte aussi. Alors, donc c'est pas forcément une excellente idée. Voilà. Sachez dans quoi vous mettez les pieds. Ok, donc oui, pour l'anecdote, j'ai cherché à ouvrir un compte pro avec ma banque, j'ai jamais eu de problème, je ne peux pas. Du coup, là aujourd'hui, pour la société, parce que je fais ce type de conférence, c'est quand même fou. Mais c'est vraiment cette méconnaissance, elle est ancrée en fait aujourd'hui. Dans toutes les sociétés, elle est ancrée. Elle est ancrée au sein des politiques qui nous représentent. Moi, je me suis amusé à aller voir le député de ma circonscription pour échanger de tout ça. Il n'en sait rien du tout, quoi. Mais vraiment, c'est une ignorance. J'ai pas envie de dire crasse, parce qu'en fait, on ne nous l'enseigne pas. Donc, on le découvre. Et ce sentiment, vous n'allez pas l'enlever. Le sentiment, c'est celui d'une espèce de... En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti à 35 ans, quand j'ai découvert tout ça, une espèce de trahison. Mais vraiment une trahison. En mode, mais on m'a vendu un truc que tout le monde a dans la tête, que la monnaie circule et qu'on se la partage entre nous.
Et en fait, non, c'est bullshit. Et donc, une fois, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que la confiance, vous pouvez l'avoir, mais lorsqu'elle est perdue, ça peut aller très vite. Les royaumes, les empires se détruisent beaucoup plus vite qu'ils ne se créent. Hein. Je voudrais 2 témoignages parce qu'on a le sentiment là de tirer sur les banquiers à feu ouvert. Les politiques aussi. C'est quand il parle en tant que banquier. Car le gars que vous avez face à vous, et qui souvent, pour moi, peut avoir l'âge d'être mon fils, il va me dire non. J'ai dit que j'organisais des repas de l'association Le Cercle du Coin, ça permet quand même d'inviter, de recevoir des gens. Au dernier repas à Bordeaux, j'avais à côté de moi le garçon de la Société Générale, je n'ai pas de raison de cacher le nom de la banque, qui 6 mois plus tôt m'avait dit non. Il va être recherché. Non, on ne peut pas faire ça, monsieur Favier, parce que la compliance ne veut pas. C'est un garçon remarquable qui est aujourd'hui conseiller fiscal dans cette belle ville de Bordeaux. Quelques mois plus tard, je l'ai retrouvé, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que vous viendriez à un repas de Bitcoiner? Ah oui, est-ce que vous pourriez me dédicacer votre livre? Avec plaisir. Il m'avait quand même copieusement emmerdé, le garçon. Mais il le faisait ex-qualité. Ça veut dire aussi, si vous avez des relations haut placées à la générale, que vous pouvez dire, au total, le client s'est barré et le banquier s'est barré aussi. Et c'est pas anecdotique. D'un repas du coin organisé dans le parc de Vincennes, j'avais à ma table, parce que j'y mets toujours une certaine joie, un gars du Crédit Lyonnais, le centre de gestion patrimoine, etc., qui était en train de m'expliquer certaines choses. J'en ai expliqué d'autres, je l'ai invité, et puis il s'est barré du Lyonnais, et sa successeuse me dit « Ah, mais oui, mais il nous avait beaucoup parlé du Bitcoin. » Je dis « D'accord, ok. » Et il est parti monter une boîte. Donc, le gars qui vous dit non, il en est peut-être déjà, vous le retrouverez le lendemain, montant une start-up dans le... Il ne suffit pas de dire les jeunes n'aiment pas ça, mais les banques ne veulent pas. Les banques, elles ont aussi des cadres jeunes qui sont... Ah mais bien sûr, enfin, le verre est dans la pomme. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils vont aussi se renseigner. C'est-à-dire, à force d'entendre parler, évidemment, mais c'est un constat plutôt général. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, globalement, quel que soit le métier d'ailleurs, peut-être pas les gestionnaires de patrimoine, je ne sais pas, mais globalement, il y a une méconnaissance qui est absolument folle, en fait, sur la monnaie. Un truc que je dis souvent aussi qui est marrant, c'est que pour se rendre compte un peu du conflit d'intérêts dans l'éducation sur ce sujet, tous les mois, il y a des chiffres de l'inflation. Vous savez que 100% du temps, pour parler de l'inflation, on va inviter la Banque de France. 100%. Vous pouvez allumer France Inter, il sera toujours là pour parler de l'inflation. Dans son mandat, il ne pourra jamais dire qu'il a raté sa mission. Parce que c'est sa mission. Donc même quand l'inflation était à 5, 6, en fait, il change la phrase. C'est-à-dire, oui, l'inflation elle est sous contrôle, on a amorcé une décroissance croissante, c'est finalement... Oui, aussi. Le révérend père Gaël Giraud, dans l'illusion financière, dit le métier de la Banque centrale, c'est de mentir. Bah, ce qui est vrai. Ensuite, il est banquier, c'est ce qu'il dit. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, là où c'est un peu frustrant, c'est qu'en fait, il y a un conflit d'intérêts manifeste entre parler de l'inflation et être investi d'une mission qui est de contrôler l'inflation. C'est que vous ne pourrez jamais entendre quelque chose du type « c'est vrai qu'on a raté ». Alors que concrètement, même si ta cible qui est déjà discutable, elle est à 2%, et que tu es à 5, 6, 7, 8, 9, 10, et que tu as dit c'est transitoire, ça n'existe pas, ok c'est là mais c'est pas ma faute, finalement c'est la Russie, c'est les Chinois, c'est les patrons, les salaires, c'est les ouvriers, ils n'ont qu'à pas demander d'augmentation, c'est Beyoncé en Suède, on l'a eu, Financial Times, Beyoncé en Suède, son concert fait de l'inflation, alors que l'inflation c'est la hausse générale et durable des prix, c'est pas juste les Airbnb qui montent pendant une semaine. On a tout eu, mais personne n'a dit c'est peut-être la faute de la Banque centrale dont c'est le mandat. Donc effectivement, dans l'éducation générale à ce sujet-là, il y a une frustration monstrueuse. C'est qu'en fait, quand on cherche des sources alternatives d'informations pour comprendre le sujet, on se retrouve très rapidement un peu perdu à dire mais je ne comprends pas, tous les gens en costume cravate ne disent pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et en fait, la plupart sont dans un conflit d'intérêts manifeste. Et pour terminer sur aussi des anecdotes, moi aussi je fréquente beaucoup de nos amis les banquiers, notamment quand j'étais chez KPMG, vous pouvez vous en douter évidemment, sont parmi nos premiers clients avec les directeurs financiers de grands groupes. J'ai eu plusieurs fois l'expérience, il y a une fois qui était un top 50 d'une grande banque française, où je demande, pour rigoler un petit peu, qui a des cryptos dans la salle. Je m'attendais à ce que la personne, en fait une main se lève.
Et je suis tout à fait surpris et je dis ah c'est marrant, vous avez des cryptos. Le gars baisse la main et il dit non mais je rigole en fait, j'ai pas de crypto. Donc tout le monde se marre, super, cool. Je vais le voir à la fin pour lui dire bah c'est un peu dommage et tout, et il me dit non mais juste mon manager m'a regardé, c'est pas possible. Et en fait, ça pour le coup, c'est une anecdote, mais dans la réalité, il y a d'autres personnes dont je connais le fait que c'est bizarre, mais tous leurs collègues de promo ont pris de promotion et pas eux. C'est très mal vu en interne dans les banques de parler de ce sujet-là. Donc il y en a beaucoup qui s'auto-censurent, qui regardent socialement qu'est-ce qu'en disent les autres, etc. Autre exemple, au COMEX d'une banque française. Évidemment, quand on est au COMEX, c'est ouais, le crypto quand même, bon, terrorisme, blanchiment, enfin, on sort toute la liste. On sort du COMEX, on a une mission stratégique avec chacun des silos pour dire voilà la banque de détail, la banque de machin. La première réunion qu'on a avec un de ces responsables-là, qui est donc chef de sa branche et au COMEX, la première chose qu'il nous dit, c'est génial le Bitcoin. En plus, j'ai investi dans une boîte qui est dans le Bitcoin, qui est une boîte française dont je ne dirai pas le nom. Mais en fait, il y a une vraie schizophrénie entre une forme de monde bancaire cartélisé en France, où il y a avec 5 banques, on a 90% des actifs bancaires du pays, dans lequel, socialement parlant, c'est impossible d'en parler parce que c'est complotiste, mais individuellement ensuite, en fait, dans le tas, il y en a plein, ils en ont, et ils sont convaincus que effectivement, ce qu'ils vendent comme produit n'est absolument pas adapté à leurs clients, qu'ils sont en train de se faire voler de l'argent, etc., que les produits ne sont pas performants, tout ce que vous voulez, et eux, dans leur gestion de patrimoine, ils en ont déjà. Et c'est juste qu'ils ne peuvent pas le dire. Et tous ceux qui s'essayent à le dire, en règle générale, comme on dit, ils ont eu des problèmes. Donc il y a une vraie chape de plomb, c'est très problématique. Pardon ? Ok, je pense, on arrive au terme du coup de cette table ronde à 21h30. Merci pour votre attention. Je crois qu'il y a un dernier petit mot du coup du président de La jeune chambre économique. Mais merci beaucoup, merci à tous.